c'est ce qui permet de faire société. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on parle moins aujourd'hui de société que de vivre ensemble. C'est un glissement sémantique qui est intéressant. Pour vivre ensemble, il faut un projet commun, il faut un terrain d'entente, un point commun. Dans les sociétés de type républicain, ce point commun, on le sait tous, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce sont des mots qu'on entend souvent, mais à chaque fois qu'ils résonnent en nous, on sent qu'ils sont porteurs d'une valeur véritablement sacrée. Parce que, avant d'être des principes d'organisation politique, ce sont avant tout des réalités métaphysiques qui sont inscrites au fond de nous-mêmes. Alors, quel est peut-être le terrain où ces trois valeurs peuvent prospérer? Ça ne peut pas être le terrain de la matière, puisque la matière est un principe de division et de séparation. C'est quelque chose qui crée l'envie et les rapports de force. Ça ne peut pas être non plus ce que l'on appelle les valeurs scientifiques ou le domaine de la pensée, parce que la pensée est aussi un phénomène de division. Il y a moi ici un intervalle de séparation et la valeur que j'essaie d'atteindre, donc qui est au-delà de moi, et cet intervalle ne peut jamais être comblé. Et la pensée est toujours quelque chose qui est dérivé de moi, donc quelque chose qui a moins de valeur que moi. C'est moi qui pense la pensée, c'est pas la pensée qui peut me comprendre. Donc la pensée ne peut pas être scientifique, ne peut pas être un principe d'unité. Dostoïevski disait d'ailleurs 2 et 2 font 4, c'est le commencement de la mort dans l'âme et la mort de la société, parce qu'une pensée n'a pas de valeur de sentiment. Ça ne peut pas être non plus une hiérarchie de valeurs liée aux capacités des individus qui sont extrêmement variables et qui engendrent entre eux des comparaisons et des compétitions. La seule chose qui permet de vivre ensemble, c'est quelque chose qui est très simple et qui s'appelle la vie. C'est-à-dire la vie qui n'est pas d'ordre biologique, mais la vie qui est ressentie par chacun comme étant soi-même. Et donc ce sentiment de présence à soi-même, ce qu'on appelle tout simplement la présence d'esprit, eh bien, c'est la seule chose qui peut faire qu'une personne puisse vivre avec une autre dans la mesure où elle le reconnaît dans l'autre. Et donc ce sentiment, c'est le sentiment religieux, c'est lui qui relie les hommes entre eux, mais c'est aussi un sentiment qui dépasse le cadre religieux, puisque je suis ou je me sens, je me sais, n'est pas un sentiment qui est hindou, musulman, chrétien ou juif. C'est ce que l'islam appelle fitra, c'est-à-dire la nature originelle de l'homme, le sens d'être soi, l'épreuve de soi, eh bien, c'est ça le fondement de l'unité politique. Et une grande politique, c'est une politique qui intensifie ce sentiment, puisque l'être humain ne recherche que l'intensification de sa propre présence. Alors, je ne sais pas si on peut aborder la liberté à travers la question « qu'est-ce que ?», c'est-à-dire en essayant de la viser comme un but, comme un objet ou quelque chose à atteindre. Descartes nous disait que la liberté ne se prouve pas, elle s'éprouve dans l'exercice que l'on en fait. C'est-à-dire je suis libre de lever mon bras si j'en ai envie, d'orienter ma pensée dans telle ou telle direction pour développer un art, pour développer une connaissance. Et donc en islam aussi, l'homme a un esprit qui est entièrement libre d'agir à sa guise, dans le sens qu'il veut, et il doit en même temps répondre de ses actes. Nous sommes complètement libres d'utiliser nos facultés, nos possibilités, c'est-à-dire la possibilité de penser, de parler, de créer, d'imaginer, de sentir, de converser avec quelqu'un. Ce sont des facultés, des choses qui sont absolument extraordinaires, ces potentialités-là. On est libre de les utiliser, mais la liberté a une limite, ou plutôt un terrain d'exercice, c'est le fait de sentir que la liberté, dans l'usage de ces possibilités, ne nous appartient pas. Par exemple, je suis libre de parler ou de penser comme je l'entends, mais ce n'est pas moi qui crée le phénomène pensée ou le phénomène parole. Je me trouve dedans, mais je n'ai pas la possibilité de le créer. Au même titre, dans le monde affectif, je peux tomber amoureux de quelqu'un, c'est moi qui éprouve ce sentiment de manière extrêmement personnelle, dans ma subjectivité profonde, mais ce n'est pas moi qui crée le sentiment que j'éprouve. Et donc cette chose-là, elle vaut avant tout pour le sentiment de présence, le fait de se sentir présent à soi-même. C'est nous qui l'éprouvons, mais il n'est pas créé par nous. Nous recevons le sens de notre présence, d'une présence qui est au-delà de nous sans être en dehors, qui est plus que nous, sans nous mettre pour autant sous sa dépendance. Et donc, il y a une présence qui s'appelle la vie et qui nous libère à nous-mêmes, qui nous fait éprouver nous-mêmes comme étant un jeu, et c'est ça déjà le principe même de la liberté.
il n'y a pas de liberté, ce qui veut dire aussi que notre esprit ne peut pas être conditionné ou déterminé par des circonstances extérieures, par des conditionnements sociaux ou par le passé. L'esprit est avant tout libre, puisqu'il vient d'une présence qui est libératrice par essence. Bien, le sentiment d'égalité vient également de cette présence qui nous doue de présence d'esprit, qui nous donne notre sentiment d'être présent à nous-mêmes. Le taux de la vie varie d'un individu à un autre. Il y a évidemment des différences de connaissances, d'aptitudes, à la fois physiques et intellectuelles, qui induisent entre nous des différences de fonction et donc une hiérarchie. Mais la force qui me permet de dire à moi je suis, ou la force qui vous la donne à vous, est exactement d'égale intensité dans l'un et dans l'autre. C'est la même force. Donc on est même au-delà de ce qu'on pourrait appeler une démocratie participative de l'esprit, c'est vraiment le même esprit qui infuse en nous le sens d'être nous-mêmes et de manière complètement égale. C'est une chose qui est la mieux distribuée du monde, comme disait Descartes, c'est le sens du cogito cartésien. Je pense ou je suis, c'est une intuition qui est égale en tous les individus. Et c'est la base de la vie politique et c'est la base de la démocratie. Le sens de la fraternité, de manière très naturelle, c'est le sens de provenir du même père, de la même origine ou de la même source. C'est une présence vitale, qui fait ressentir à chacun le sens de sa propre personnalité. Et dès lors que je dis « je suis », je reconnais le même moi dans l'autre. Et instantanément, je sais que nous sommes reliés à l'autre et en même temps responsables de lui. C'est-à-dire, ma vie ne s'arrête pas à moi. La croissance de mon intelligence, de mes capacités, de ma santé, dépend aussi de la croissance de l'autre. Et donc j'intensifie ma propre présence et mon acte d'être en reconnaissant cette présence dans l'autre et en lui permettant de la cultiver, c'est-à-dire d'accéder à toutes les formes de savoir, les formes de la sensibilité et les hautes formes de l'intelligence. C'est également un projet politique qui ne s'arrête pas simplement à la distribution égalitaire des biens matériels, mais qui est aussi ce que Marx appelait le plein épanouissement des capacités humaines. À mesure que la technologie avance et que le travail des hommes, a priori, devrait se réduire, bien, le temps libre qui est dégagé devrait être consacré au grand développement des formes de culture. Bien, pour intégrer l'islam à la culture française, il faut que les populations musulmanes qui vivent en France s'intéressent à la culture du pays, et notamment à son histoire, sa philosophie et sa littérature. C'est une injonction coranique. Le Coran dit « Nous vous avons créé peuple multiple afin que vous fassiez connaissance les uns avec les autres, que vous vous entreconnaissiez. » Et donc il n'y a pas de possibilité de connaître un autre si on ne rentre pas dans sa culture. Donc pour cela, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait des élites musulmanes qui se créent en France autour d'un acte qui est un acte simple, qui est la lecture des grands auteurs. Les musulmans apprendront déjà à connaître les auteurs européens, à les apprécier, et ils finiront par comprendre que peut-être ces auteurs-là peuvent leur apporter une rénovation complète de leur manière de comprendre leur propre religion. Il faut un islam de France, comme il y a un islam indonésien ou un islam marocain. Chaque peuple a un génie propre qu'il peut mettre à la disposition de la compréhension de la révélation. Alors, quels sont les deux courants qui portent le XXIe siècle? C'est dans l'ordre des sciences humaines, c'est la phénoménologie en philosophie, la physique quantique dans les sciences dites exactes. Et donc il faut que les musulmans, en dehors de l'enseignement classique des imams, qui est un enseignement confessionnel et qui vise à gérer les comportements, s'ouvrent à cette nouvelle connaissance, dont le point culminant rejoint les inspirations des grands mystiques de l'islam. Donc je suis tout à fait en accord avec ce que disait Barizah Yarli dans son article. Il n'y a pas de solution aux problèmes musulmans en France, en dehors d'une contribution culturelle extrêmement forte, et notamment par la dispensation d'un enseignement du sens de l'islam par des soufis, c'est-à-dire des gens qui ont accès à la philosophie et au sens intérieur de l'islam.